Salut Martine! Salut Audrey! Hey, on se prépare à vivre notre deuxième club de lecture et ça va porter sur quoi aujourd'hui? On va parler de notre numéro du magazine de l'École branchée du printemps 2022 qui porte sur la programmation à l'école. Donc, comment l'intégrer, comment l'apprivoiser, cette nouvelle habileté-là. Donc, on se prépare et je pense que ça va être bien intéressant. Super! Fait qu'on s'en va rejoindre nos invités et nos participants. On est prêts? Bienvenue, bonjour tout le monde. Bienvenue à ce club de lecture de l'École branchée. Ce midi, on voulait faire un retour sur notre magazine du printemps, donc sur la programmation informatique à l'école, notre thématique du printemps. Donc, ce numéro-là, il a suscité déjà plusieurs commentaires positifs là, dans les réseaux et on voulait prendre le temps là, de faire un petit retour avec des auteurs avec nous ce midi. Donc, puis revenir un peu sur le contenu du magazine. Donc, sans plus attendre, je vais vous présenter nos invités de ce midi. Donc, on a avec nous Marianne Ducharme et Guillaume Bilodeau du Centre de services scolaires de Montréal et Sonia Fizette du Récit mathématiques, sciences, techno, Récit national. Et toi, Audrey, est-ce que tu voulais déjà nous partager ton coup de cœur? Certainement, outre les articles de nos invités, bien sûr, parce qu'on était vraiment très contents de les avoir avec nous, je vais quand même en nommer un autre. Moi, j'ai eu un super coup de cœur pour l'article de Ian Fogarty du Nouveau-Brunswick qui nous parle de son projet où est-ce qu'il va intégrer vraiment des solutions, avec ses élèves, des solutions très créatives à des problèmes vraiment concrets. Donc, plus précisément, il nous parle d'une problématique d'accès à la lumière pour des jeunes écoliers africains. Et là, il fait travailler la conception d'un objet qui va émettre de la lumière, mais au-delà de fabriquer une lampe, c'est toute la pensée design et toute la modélisation et la signifiance finalement de l'activité qu'il fait vivre à ses élèves et la passion avec laquelle il a décrit. Ça m'avait vraiment marqué. Moi, pour ma part, le coup de cœur, je vais y aller, puis après ça, on va laisser la parole à nos invités. Moi, mon coup de cœur, c'est vraiment le projet de l'organisme montréalais Technovation Montréal, qui accompagne des jeunes filles dans le prototypage, en fait, d'applications. C'est souvent, là, ça va être des applications qui vont, on dit, les applications qui changent le monde ou qui font le bien commun, là, donc pour aider la société. Donc, ce programme-là, c'est vraiment un programme, au-delà d'apprendre le codage, c'est aussi un programme de leadership puis de faire un plan, même un plan d'affaires, plan marketing autour de l'application que les jeunes filles développent là, en équipe. Puis ils ont accès là, à des mentors, des professionnels là, du milieu pour faire leur projet qui dure sur 6 mois. Puis ça, c'est un projet là, qui était avant en mode présence, disons, puis qui a dû là, se tourner de bord et devenir en mode virtuel pendant la pandémie, mais ça a quand même donné là, de bons résultats. Est-ce que nos invités ont des coups de cœur à partager? Je ne sais pas si on peut dire un coup de cœur, mais en fait, j'ai bien apprécié l'article de Martine avec Simon Duguay, juste pour recadrer à nouveau la programmation. On en entend parler depuis plusieurs années, là, mais de ramener d'où ça sort, pourquoi on devrait le mettre de l'avant avec le plan d'action numérique. Donc, je trouvais que ça permettait vraiment de remettre les pendules à l'heure puis de contextualiser là, le sujet de ce magazine-là de printemps 2022. Donc, je trouve que c'est un rappel important à faire. Merci, parce que c'était exactement le but. Donc, ça veut dire que ça a été atteint. Pour ma part, ce qui a fait du pouce sur tout ça, c'est aussi tout l'article de Mathieu Mercier avec Minecraft. On travaille beaucoup à développer ça. Puis je pense que, on parlait tantôt de donner du sens. Là. Il y a tout l'aspect ludique, donner du sens, mais de travailler aussi en collaboration. Je pense que Minecraft a beaucoup, beaucoup de potentiel pour le travail scolaire, pour la motivation des jeunes. Et que pour moi, ça, c'est aussi un beau coup de cœur.
Donc, je me représente, là, Guillaume Bilodeau. Donc, je suis CPTIC au CSSDM depuis 2 ans. Puis avant ça, je travaillais comme enseignant ressources à l'École Fernand-Séguin du CSSDM comme enseignant ressources TIC. Puis, pour faire une petite introduction en lien avec notre article, c'est plus Marianne qui va se charger de parler des grandes lignes de notre article. Mais pour faire un retour là, sur le pourquoi de cet article-là, donc, on le sait avec le plan d'action numérique là, qui est arrivé il y a quelques années. Donc, il y a eu des achats massifs qui ont été faits dans les écoles au niveau de la robotique, entre autres. Et puis, nous, depuis l'année passée, on a beaucoup de demandes de ce côté-là. Puis, en équipe, là, avant de se lancer dans cet accompagnement, dans l'accompagnement et de donner nos formations aussi en robotique et programmation, on a décidé de se rencontrer en équipe primaire avec notre collègue Mario pour établir un plan de match. Puis ce plan de match-là a amené à plusieurs réflexions, puis plusieurs de ces réflexions-là se retrouvent dans l'article qu'on a présenté pour l'école branchée au printemps 2022. Donc, je vais laisser Marianne là, nous présenter les idées principales. Là. Merci, Guillaume. Donc, c'est ça, devant cette masse de demandes en accompagnement en robotique, on s'est dit, mais d'abord, est-ce que ces enseignants savent programmer? Et là, c'est amorcé toute une réflexion qu'on continue à chaque jour sur pourquoi programmer. Et on a commencé à faire aussi, en fait, on est parti des propos d'un mathématicien qui s'appelle Pepper. Puis lui était convaincu, dans le fond, qu'il était possible pour un enfant de programmer pour apprendre et non pas seulement d'apprendre à programmer. Puis c'est vraiment la distinction qu'on a voulu illustrer là, dans l'article. Donc, il y a programmer pour apprendre, donc l'outil d'apprentissage, ou apprendre à programmer, donc un objet d'apprentissage. Puis pour l'époque, Pepper il était vraiment audacieux de dire que les élèves apprenaient beaucoup mieux, beaucoup plus en faisant, en créant, en manipulant. C'était vraiment un précurseur là, dans cette façon de voir les choses. Puis, je me permets de le citer, il dit « Programmer un ordinateur ne signifie ni plus ni moins que de communiquer avec lui dans une langue que lui et l'utilisateur humain peuvent à la fois comprendre. Et apprendre des langues est l'une des choses que les enfants font le mieux. Donc, c'est de trouver un langage commun entre l'humain, dans le fond, et la machine. » Donc, nous, avec nos projets au Centre de services scolaires de Montréal, on a commencé beaucoup plus dans le apprendre à programmer. Donc, connaître l'outil avant que l'outil devienne un objet d'apprentissage. Et dans le fond, en développant ces activités-là, ce qu'on se rend compte, c'est que c'est vraiment la résolution de problèmes qui est au cœur de la programmation. Donc, il faut, quand on veut réaliser un projet, on veut faire une programmation, bien, on n'a pas le choix d'être précis, on n'a pas le choix d'expliciter. Puis il y a comme un lien à faire aussi avec la compétence 1 en mathématiques, où est-ce qu'on dit toujours aux élèves, bien, détaille-moi ce que tu as compris, qu'est-ce que tu ferais en premier, qu'est-ce que tu ferais en deuxième. Donc, ça rappelle en fait aux élèves l'importance de cette étape-là d'expliciter qui peut peut-être leur sembler superflue quand c'est comme obligé, puis on dit, bien là, dis-moi ce que tu as compris. Dans le fond, pour coder, pour programmer, tu n'as pas le choix que ce soit clair dans ta tête, dans ton langage, avant de pouvoir le traduire en langage machine, dans le fond. Puis c'est ce qu'on parle dans l'article aussi, de l'importance de l'analyse. Donc, une fois que tu l'as dit dans ton langage d'humain, bien maintenant, comment tu pourrais le traduire en langage de bloc, par exemple? Donc là, ce qu'on va faire avec les élèves, c'est qu'on va, par exemple, leur proposer un défi. Ils vont nous l'expliquer dans leurs propres mots. Puis ensuite, on va leur dire maintenant, de quel bloc tu aurais besoin pour traduire ça en langage machine? Et là, bien, vient tout le concept de la rétroaction immédiate parce qu'une fois qu'ils auront assemblé leur bloc, bien, tout de suite, ils vont voir s'il y a des bugs. Et ce qui est bien avec les bugs, donc l'essai-erreur, c'est que souvent, ça va être plus vu comme ben, j'ai fait une erreur, ben voilà, meilleure chance la prochaine fois. Or, là, c'est vraiment une occasion de réfléchir puis de se réajuster. Puis c'est motivant aussi pour l'élève d'approfondir sa réflexion pour déboguer et arriver au résultat souhaité. Donc, en gros, c'est un peu toutes ces questions-là qu'on aborde là, dans notre article là, sur pourquoi apprendre à programmer. Voilà. Merci. Je pense qu'Audrey, tu avais préparé des petites questions. Absolument. Est-ce que Guillaume, tu voulais compléter? Non, je pense que Marianne a très bien fait ça. Ça vient de ça, hein? Oui.
C'est super. Dans le fond, nous, on a l'occasion de vous connaître parce que vous avez témoigné quand même souvent de vos accompagnements dans les articles de l'école branchée, finalement. D'ailleurs, on apprécie vraiment. Et on sait que vous avez tenu notamment un club de programmation cette année au sein du CSSDM et même qui a rayonné au-delà. Est-ce que vous avez des conseils à prodiguer à une école qui se dit l'an prochain, il me semble que je partirai un petit club de programmation. Ça a été quoi vos grandes réussites puis les trucs que vous savez que vous allez devoir réajuster ou que vous avez dû réajuster en cours de route? En fait, je peux peut-être juste commencer en disant que le club de programmation n'aurait jamais vu le jour s'il n'y avait pas eu une pandémie. Hein. C'est ce qui a fait qu'on a pu entrevoir la possibilité de programmer à distance et c'est une façon extraordinaire de rejoindre le plus grand nombre. On avait à peu près 300 élèves à chaque vendredi après-midi qui se connectaient avec nous en présentiel. On n'aurait pas touché autant de monde, puis c'était vraiment une façon, en fait, de développer la compétence numérique des enseignants et des élèves à la fois. Donc, on a le projet Code Montréal au Centre de services scolaires de Montréal, mais on voulait savoir un peu qu'est-ce qui arrivait avec ces enseignants-là qui avaient fait Code Montréal? Est-ce qu'ils programmaient encore? Donc, c'était une façon comme d'aller les rechercher. Donc, nous, on l'a vraiment plus vécu au sein du centre de service. Donc, une école qui voudrait partir un club de programmation, je l'inviterais à notre club de programmation. Et d'ailleurs, ça va être aussi offert, là, les activités du club de cette année seront offertes l'an prochain à l'école en réseau. Donc, d'autres classes qui souhaiteraient s'initier à la programmation, partout au Québec, vont pouvoir se joindre à nous là, pour s'initier. Donc, c'est une belle façon de commencer. Puis aussi, seulement ajouter que cette année, on a commencé avec un défi qui s'adressait davantage à des élèves qui connaissent déjà la programmation par bloc, sauf que l'année prochaine, on va commencer dès le début de l'année avec un projet pour les débutants. Donc, on va aller rechercher vraiment tout le monde là, qui s'intéresse ou qui voudrait essayer de faire de la programmation avec leurs élèves. Donc, ça va être encore plus inclusif parce qu'on a vu aussi qu'il y avait des classes, puis Marianne, pour renchérir, on a eu des classes en adaptation scolaire qui se sont joints à nous. On a des regroupements d'élèves en douance qui ont participé au club aussi. Donc, on se rend compte que oui, la programmation, là, c'est vraiment un événement, entre autres pour le club, là, un événement très, 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 très inclusif. Là. Mm-hmm. Oui, qui permet de la différenciation beaucoup. Hein. Au début, nous, on s'adressait aux classes pour se rendre compte que non, il y a finalement juste un élève dans cette classe-là. Lui, par exemple, un élève doué, il se joignait au club seul avec son accompagnatrice, par exemple. Donc, on s'est vraiment rendu compte qu'on allait chercher vraiment tout un spectre d'apprenants, dans le fond, de l'élève en douance à l'élève en difficulté. Donc, c'est une belle façon de différencier aussi. Là. Donc, on entend que vous allez assurément poursuivre cet accompagnement-là à distance, justement, pour pouvoir rejoindre ces clientèles-là. Et vous nous disiez avant qu'on commence la séance ensemble que vous aviez bien hâte aussi de retourner dans les classes parce que ça fait quand même une grande différence d'être dans la classe versus d'accompagner à distance, j'imagine. Oui, vas-y, Guillaume. Non, mais c'est d'aller chercher de l'inspiration aussi. Là. On a des idées vraiment pour mettre en place différents projets, mais ces idées-là, ça serait bien que ça vienne aussi de nos enseignants au CSSDM puis de leurs élèves. Là. Donc, on va aller prendre du temps dans les classes pour aller voir un petit peu si c'est quel genre de projet qu'ils voudraient mettre en place, tant pour la programmation que pour les laboratoires créatifs, les carrefours d'apprentissage aussi. Donc, je pense qu'on va avoir la chance de le faire l'année prochaine. Là. Donc, je l'espère. Mm-hmm. Dans nos participants, on vous invite, si vous avez des questions à adresser à Guillaume et Marianne, à ne pas hésiter à soit prendre le micro ou utiliser le clavardage si vous préférez. Est-ce qu'il y en a qui aimeraient entendre nos invités sur un sujet en particulier si on commence avec Marianne et Guillaume au niveau de la programmation? Est-ce que Josée, oui? Oui, merci. Donc, moi... Oups, je te réactive ton micro. Pardon, j'ai repesé sur le piton une deuxième fois. Je suis prof à l'Université Laval en informatique, puis depuis longtemps, là, je m'intéresse à la vulgarisation, puis à intéresser les jeunes à la programmation. J'ai quelques points, questions. Donc, je me demandais, qu'est-ce que vous pensez justement? Est-ce que vous participez au projet d'introduire la programmation dans le cursus informatique? En particulier, il y a Sylvie Barman à l'Université Laval qui est là-dedans. Il y a eu un rapport dernièrement.
Oui, bien justement, Mme Barma, parmi sa 3e recommandation, c'est de soutenir le développement professionnel des enseignants pour qu'ils continuent de se sentir efficaces et tout. Donc, par le club, on trouvait que c'était une belle façon d'accompagner parce qu'on est vraiment là avec eux en temps réel. Puis, le club, puis voyons, j'ai perdu mon... dans le fond, avec Code Montréal aussi, c'est une autre façon de les soutenir. Guillaume, je vais te laisser. Pour introduire aussi la programmation au cursus, on est en train de le faire aussi. Donc, le dernier défi qu'on a proposé au club, c'était en lien avec la modélisation 3D, puis le logiciel Tinkercad. Puis là, on a essayé de trouver un lien avec le programme en mathématiques. Donc, tranquillement, pas vite, on est en train de mettre ça en place aussi. Là, comme Marianne le présentait tantôt, on était plus cette année dans apprendre à programmer. Puis là, on est aussi dans la réflexion pour le programmer, pour apprendre aussi. Puis on est en train de monter des projets aussi disciplinaires dans lesquels on intègre la programmation. Puis Marianne était en train de pratiquer ce matin pour une future présentation. Là, donc, oui. Avec mon Makey. Donc, je faisais Donc, c'est ça. On était vraiment cette année dans l'apprendre à programmer. Donc, s'approprier, oui, c'est ça, Sonia, s'approprier l'outil pour ensuite voir comment cet outil-là peut m'aider à propulser mes apprentissages. Donc, pourquoi un enseignant prendrait du temps pour s'approprier un outil? À quel point ça va être payant pour développer les compétences disciplinaires de ses élèves? Donc, c'est dans cette réflexion-là qu'on rentre un peu plus intensément là, pour l'an prochain. Puis c'est ça, moi je donne un cours aussi, j'aurais dû le dire, d'introduction à la programmation pour les futurs enseignants au secondaire en mathématiques à l'Université Laval. C'est un cours obligatoire de leur cursus, seulement les étudiants en enseignement des maths au secondaire. Fait que c'est ça. Fait que j'essaie, donc j'essaie toujours d'avoir des collaborations, j'aime bien avoir des idées de projets, des choses qui les motivent parce qu'ils arrivent vraiment pas très motivés dans le cours. Là. Ils ne comprennent pas tous pourquoi il faudrait qu'ils apprennent la programmation. À part, peut-être qu'un jour, ça va être dans le cursus, puis à qui on va demander ça? C'est au prof de maths, j'imagine, ouais. Je ne sais pas. Dans le cursus ou transversal aussi, je pense qu'on ne pourrait pas être surpris que ça le devienne, mais assurément en mathématiques, tout ce qui est le sens spatial, je pense qu'il y a beaucoup de potentiel, là, mais on pourra avec en tout cas, donc moi, je suis intéressée à collaborer, puis à discuter, puis à avoir des idées, là, parce que c'est ça, je veux les motiver, puis leur donner des projets le plus proches de ce qui peut les intéresser. Et finalement, je voulais juste dire, j'imagine que vous connaissez le programme ou le groupe Estime qui font justement des projets... nous, à Montréal, au CSSDM, c'est davantage la compagnie EduGoPro qui nous accompagne dans... C'est un petit peu le même principe. Là. Donc, nous, on a la Fondation des élèves de Montréal qui subventionne cette compagnie qui s'appelle EduGoPro. Donc, nous, CPTIC, on forme les enseignants premièrement. Puis après ça, il y a des animateurs qui vont dans les classes pour continuer, pour faire les défis qui ont été présentés aux enseignants lors des formations sur 8 ateliers. Puis c'est la Fondation du CSSDM qui défraie... les coûts pour ces ateliers-là. Puis c'est EduGoPro qui soutient le tout là, de notre côté. Là. Mais c'est un petit peu le même principe. OK, merci. Je pourrais vous mettre, Mme Dernay, dans le clavardage, le lien vers Code Montréal. Vous allez voir un peu le genre d'ateliers qui sont offerts par EduGoPro aux classes de notre centre de service. Merci. Puis à Code Montréal, l'année prochaine, il y a un nouveau projet qui a été mis en place cette année. On est en projet pilote avec Minecraft, parce que dans Minecraft, il y a aussi la programmation. Puis nous, ce qui nous intéresse vraiment, c'était vraiment de mettre en valeur la programmation dans Minecraft. Donc, il y a un nouveau projet qui va être qui va être disponible pour les enseignants du CSSDM l'année prochaine. Puis après ça, on aimerait ça aussi le présenter peut-être lors de colloques au courant de la prochaine année et le rendre disponible parce que ça va être sur Moodle. Donc, à mon avis, on va être capable de partager ce Moodle-là avec d'autres CSS. Donc, c'est en cheminement, là, mais j'espère qu'on va pouvoir le partager avec d'autres centres de services. Et avec les étudiants de Mme Desharnais. Vive les collaborations.
Moi, j'en ai 1 million de questions, mais j'ai comme le goût qu'on poursuive pour qu'on puisse se laisser après ça à la fin du temps pour, à mon avis, on va embarquer dans des questions qui touchent à la fois la portion plus programmation, la partie plus robot comme telle. Puis c'est quand même des liens très, 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 très intenses entre les deux, si on veut. Merci beaucoup, Guillaume et Marianne, vraiment de partager comme ça votre expertise dans le magazine. On vous lit aussi sur notre fil de nouvelles. Je pense sincèrement que des gens qui ont l'expertise comme vous et qui partagent comme ça va vraiment aller influencer dans tous les milieux de ce partage-là. Et c'est extrêmement riche et important de le faire parce que c'est au contact des autres qu'on s'enrichit, bien sûr. Alors, merci. On a hâte de vous lire à nouveau. Et comme Marianne, tu l'as bien dit, avant de lancer des robots dans les classes, c'est bon de se demander est-ce que les profs savent c'est quoi programmer et savent-ils comment accompagner? Mais maintenant qu'on a un peu démystifié tout ça grâce à votre article, entre autres, et cette discussion, on va passer à Sonia. Sonia Fizette qui est avec nous du Récit national mathématiques, sciences et technologies, qui est aussi une de nos auteurs. Et toi, Sonia, dans le fond, tu t'es plus intéressée carrément à l'outil robot comme tel. Donc, on te laisse présenter un peu ton article et ton thème et tout ce que tu as envie d'ajouter autour de ça. OK, alors merci. Je pense que dans la présentation, c'était un peu naturel de commencer par la programmation. C'est ce qu'on dit aux enseignants. Dans le fond, le plan d'action numérique, ce qu'il vise, c'est d'accroître l'usage pédagogique de la programmation en classe. Puis le robot, c'est un outil qui vient soutenir la programmation. Comme Marianne le disait tout à l'heure, c'est un bel outil où on va avoir une réaction très rapide pour faire de la rétroaction. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça ne fonctionne pas? Fait qu'un bon réajustement. Les enfants me disent souvent que les ordinateurs, c'est bien intelligent, puis je leur fais la démonstration que non, c'est très puissant. Mais il faut vraiment que ce soit bien programmé avec beaucoup de détails parce que des erreurs, c'est facile à arriver. Alors, je pense que ce qu'on dit aux enseignants, c'est ce que vous dites dans tous les centres de services scolaires, mais l'importance parfois d'apprendre à programmer avant de tomber avec l'outil robotique est super intéressant. Ce qui fait que les élèves qui ont déjà une petite base de programmation, lorsqu'ils arrivent avec un robot, ils sont capables de faire le transfert et ils ont des bases. Donc, que ce soit pour des blocs de départ, comment les assembler, comment utiliser des menus déroulants, comment utiliser les boucles et les fonctions, les commandes de si alors sinon qui sont si importantes en programmation, ils ont tout ce petit bout-là fait et que ça devient super intéressant. On donnait aussi dans l'article, dans le fond, différents aspects, mais comment commencer en robotique? Je pense que la première chose, c'est des fois les enseignants, nous disent « Mais qu'est-ce que je peux faire avec ce robot-là? » Il y a tellement de possibilités, puis c'est tellement varié d'un robot à l'autre que souvent, on va retourner la question aux enseignants. Quelle est votre intention? Qu'est-ce que vous voulez couvrir? Donnez-nous quelques éléments, quelques choix en lien avec soit la matière, soit le programme. Et après ça, on pourra vous guider vers le bon robot. C'est important aussi parfois de prendre le temps, je pense que vous ne l'avez pas mentionné, mais je sais que ça fait partie de la philosophie avec Code Montréal, de débuter avec des activités débranchées pour que les élèves prennent conscience de l'importance des commandes. Des fois aussi, pour encourager les enseignants dans les choix des robots, on va leur conseiller de commencer avec des robots qui demandent moins de matériel, donc moins de choses à gérer. C'est une étape qui peut être intéressante à retenir. D'observer, par exemple, des enseignants dans d'autres classes, de servir des élèves comme experts, parce qu'il y en a qui ont de l'expérience, il y en a aussi qui en ont déjà fait. Donc, les élèves sont des bonnes ressources. Ça, c'est une belle façon d'encourager, dans le fond, le déploiement de la programmation et de la robotique en classe. Alors, ça, c'est tous des bons petits éléments. Et dans le fond, c'est ça. On mettait en lumière que notre choix de robot, oui, ça peut être par le matériel. C'est sûr que du matériel où il y a beaucoup de blocs de construction, ça va faire appel parfois à des robots qui vont qu'on va pouvoir utiliser, par exemple, en sciences parce qu'il y a des capteurs, parce qu'on peut faire du montage. Donc là, on va aller vers la conception, ça va être une richesse. On a des robots on peut mettre un crayon à l'intérieur, on va pouvoir aller travailler plus les arts. La plupart des robots ont souvent des blocs d'intégration au niveau des notes de musique, donc ça va être possible d'aller vers ça. Il y a des robots qui sont plus précis que d'autres, donc plus intéressants à utiliser au niveau mathématique. Si on est au primaire, parfois, chez les petits, d'avoir des robots qui mesurent avec certaines distances constantes de 10, 15, 20 ou 30 cm,
ça va être une bonne référence, ça va nous guider dans le choix. On a des robots aussi qui se déploient dans familles de robots ou dans différents niveaux de programmation. Que ce soit, on peut programmer sur l'appareil avec des pictos, avec des blocs ou en programmation textuelle. On a très peu de classes ou d'enseignants qui touchent à la programmation textuelle actuellement, mais on pense que si la programmation s'intègre un peu plus uniformément, je veux dire, au primaire, on pourra penser que dès la fin du primaire, dans certaines activités, ou du moins au secondaire, ou dans des projets particuliers, on pourra penser à déployer, dans le fond, la programmation textuelle, puis c'est un peu l'objectif, là. Il y a beaucoup de plateformes qui nous permettent de faire les deux ou de passer d'un langage à l'autre. C'est vraiment très intéressant dans les choix. Donc, je disais, il n'y a aucun robot, malheureusement, qui correspond à toutes nos intentions pédagogiques. Il n'y a pas un robot qui est le robot parfait. Et que souvent, on va dire aux gens, bien, si on peut vous guider dans le choix des robots, mais la décision finale, elle vous appartient. Donc, dans quelle discipline vous voulez travailler? C'est quoi les intentions pédagogiques? C'est quoi le niveau scolaire? C'est quoi le niveau aussi des élèves en robotique? Alors, on a soulevé, dans le fond, quelques pistes de questions, autant au niveau technique, au niveau matériel. Est-ce que, par exemple, les centres de services scolaires, les écoles utilisent des tablettes, des Chromebooks, des ordinateurs, parce qu'il y a des robots qui fonctionnent avec un, mais pas avec l'autre. Alors ça fait partie des questions importantes. Est-ce que, par exemple, les piles, est-ce que c'est des piles rechargeables ou des blocs qui sont à l'intérieur des robots? Les robots qui ont des blocs recharge sont souvent plus dispendieux, mais au niveau de la gestion de matériel, qui est quand même un élément important, c'est drôlement plus facilitant. Alors ça fait partie des bonnes questions à se poser. Des fois aussi, on va demander aux gens, avez-vous déjà des robots? Est-ce qu'on veut compléter des suites? Est-ce qu'on veut avoir une variété pour peut-être aller dans les laboratoires créatifs? Donc, ce qu'on veut, c'est que les jeunes aient un choix, mais selon l'intention aussi qu'on a peut-être un petit peu plus à long terme. Alors ça fait partie des éléments parce qu'on sait qu'il y a des robots qui favorisent davantage la créativité. Donc, ça va être quand même des éléments intéressants à venir noter. Je parlais un petit peu de gestion de classe aussi, là, donc le matériel complémentaire, ça fait toute partie des bonnes réflexions qu'on a par rapport à ça. Dans le fond, on a sorti du matériel pour aider guider un peu autant les conseils pédagogiques que les enseignants avec des avantages, des inconvénients. C'est quoi les capteurs des robots? Donc, essayer de faire on ne peut pas avoir une liste exhaustive, mais déjà d'avoir des grands repères. De plus en plus de robots aussi ont des simulateurs en ligne. Alors ça, c'est super intéressant parce qu'on peut tester nos programmes avant de les transférer dans le robot, ce qui nous permet encore là de faire du débogage, de l'analyse de solutions, de programmes. Alors, ça nous donne une étape encore là intermédiaire avant d'arriver au robot. Ça nous permet donc d'analyser. On parlait beaucoup tout à l'heure de la résolution de problèmes, hein, c'est la base de toute cette réflexion-là. Alors, c'est un petit peu tous les aspects qu'on a voulu faire ressortir dans cet article-là. Ce qu'on s'aperçoit, c'est que les robots, ben, c'est ça favorise la motivation, les jeunes peuvent manipuler, on fait beaucoup de travail d'équipe. Donc, ça, c'est des caractéristiques qu'on cherche beaucoup hein, dans nos compétences du 21e siècle et dans la compétence numérique. Alors, je pense que c'est tous des éléments qu'on a voulu faire ressortir dans l'article du magazine. Merci, Sonia. Merci. C'est vrai que moi, je voulais vraiment juste souligner que, là, on ne le voit pas vraiment bien à cause de mon fond, mais cet article-là, c'est vraiment un guide, une ressource extraordinaire. Là. On a vraiment toutes c'est étape par étape, des conseils. Merci, Martine, c'est mieux. Mais des conseils, là, vraiment, c'est quoi les éléments communs de chaque robot, c'est quoi les différents types de robots, comment on peut bien choisir un robot, toutes sortes de conseils vraiment extraordinairement bien présentés, même un aide-mémoire, une liste de quoi tout prévoir avant de commencer pour se sécuriser. Donc, ça a été un formidable travail. Il y a même des compléments en ligne là, qui ne sont même pas imprimés dans le magazine parce qu'on n'avait plus de place, donc on peut aller chercher encore plus loin. C'est vraiment à garder sous la main, je pense. Ben, moi, c'est ce que j'allais dire, c'est que dans le fond, réaliser cet article-là, puis j'ai guidé quand même là, Sonia dans la rédaction et tout ça, puis ça m'a vraiment moi-même montré toute l'ampleur des possibilités avec les robots, en fait, puis d'arriver à produire le fameux là, tableau avec les robots et tout, là, ça démontrait quand même la diversité, puis comment les enseignants ont besoin d'être guidés dans tout ça. Puis, je pense que ça fait ressortir l'importance de l'intention pédagogique
avant tout, là, en fait, parce que ça peut devenir l'outil avant tout. Faire de la robotique pour de la robotique, ça aidera pas personne. Là. Puis de voir toute la variété de robots, puis que chacun, certains sont plus pour les sciences ou les arts, ou puis toutes les matières peuvent être touchées là, par les robots. Donc, je pense qu'on a réussi à faire. Et honnêtement, on a dû se limiter pour le Oui, choix des oui, robots oui. parce qu'on en aurait eu beaucoup plus que ça. Fait que je viens de mettre dans le clavardage, dans le fond, une présentation qu'on avait faite parce que cet article-là a été écrit suite à des présentations qu'on fait régulièrement. Donc, j'en ai recueilli. Puis le deuxième lien que j'ai mis dans le fond, c'est plus la liste, je vais dire plus exhaustive, là, mais des robots qui ont été suggérés pour le CAG, qui ont été retenus avec des avantages puis des fiches pédagogiques. Là, il y a plus de robots. Je pense qu'on a voulu faire ressortir dans l'article ceux qui étaient le plus couramment utilisés actuellement en classe. Ouais, parce que c'est ça, on peut vite s'y perdre, là, tellement il y en a beaucoup. Là, mais je pense que ça, avec l'article, ça devient un bon outil là, à de mémoire pour débuter. Là. Je pense qu'on a quand même réussi. Puis à aller plus loin, ben, je pense qu'au service du récit, vous êtes disponible pour suivre les discussions. Mais je ne sais pas s'il y a des gens dans l'assistance qui ont des questions particulières pour Sonia, si vous voulez les adresser soit de vive voix ou dans le clavardage. Non, moi j'en ai. T'en as, mais vas-y. Je vais attendre avant faites un signe comme ça, puis là, si... Non. Oui, José. Je voulais juste dire, vous avez parlé d'experts, puis ça m'a juste rappelé une réunion où je suis allée avec le groupe Le Code Les Filles, là, vous devez en avoir entendu parler, puis il disait de juste mise en garde, d'avoir des experts diversifiés, pour avoir pas juste des garçons qui aident, parce qu'ils disent que ça peut intimider, ça peut mettre, en tout cas, vous comprenez ce que je veux dire, c'est ça. La question est bonne parce que c'est vrai que de prime abord, là, tout ce qui est programmation robot dans l'ancien temps, avant que ce soit mis de l'avant comme ça pouvait facilement devenir l'apanage des garçons. D'ailleurs, est-ce que c'est des situations que vous devez adresser dans vos milieux? Mettons que je m'adresse à Marianne et Guillaume, est-ce que vous avez dû adresser ces enjeux-là ou bien si naturellement vous notez de l'intérêt autant d'un côté comme de l'autre? Moi, je n'ai pas vu de différence de mon côté. Là. Lors des rencontres du club, tout le monde vraiment se lance dans les défis, que ce soit les garçons que les filles. Là. Non, j'ai pas. Marianne. Non, puis quand les élèves venaient à l'écran nous montrer leur programmation, il y avait autant de fierté chez les garçons que chez les filles. Donc, au primaire, nous, on l'a pas remarqué. C'est une bonne nouvelle. Là. Mm-hmm. Monsieur Brosseau, vous avez la main levée. Oui, bonjour. Je vais en profiter pour me présenter. Là, moi, je suis Eric Brosseau. Je suis un ingénieur de formation. Je travaille chez Autodesk. J'ai collaboré initialement avec Guillaume par le passé. Puis j'ai connu Marianne par la suite. Mais juste sur le sujet là, justement des genres garçons et filles, moi, j'avais animé à l'époque un atelier après les classes pour parler un peu de modélisation 3D en lien avec l'impression 3D. Et puis, ce qui est particulier là-dedans, c'est que j'accueillais des volontaires, des jeunes là, de 6e année qui étaient intéressés à en aller apprendre un peu plus sur le sujet. Fait que j'avais autant de garçons que de filles. Et puis, c'était particulier parce que les filles étaient plus attentives à ce que j'essayais de leur enseigner, mais étaient moins confiantes de ce qu'ils pouvaient produire ou réaliser. Et puis, enfin, moi, ce que j'ai remarqué par contre, c'est qu'en essayant de mieux comprendre c'était quoi leur crainte vis-à-vis de ce que j'essayais de leur montrer, puis d'être un petit peu plus attentif à ce qu'ils me lançaient comme message, j'ai réussi quand même à faire quelque chose au bout de la ligne, au bout de mes 6 séances de formation. Puis le meilleur résultat que j'ai obtenu, c'est auprès des filles. Elles ont pris confiance en elles juste parce que je leur ai dit
ben, essayez quelque chose. Vous avez autant d'imagination que les garçons, et puis vous allez être capable de réaliser des beaux projets. Et puis, effectivement, elles y ont mis du temps, puis elles ont pris confiance en elles, puis elles ont réalisé les plus beaux projets que j'ai vus au bout des 6 semaines. Fait que, moi, ce que j'ai vu, je ne suis pas un professeur j'ai aucune. Je ne prétends pas avoir de compétences comme les vôtres, là, mais reste que je pense que les deux groupes cibles ont autant de compétences, puis il faut juste leur montrer que tout le monde doit avoir confiance en eux, puis les erreurs vont arriver, mais il y a toujours moyen de trouver une solution. En fait, moi, c'était l'expérience que j'ai eue comme personne complètement extérieure à tout ça, mais voilà. Si je peux me permettre, dans le fond, moi, ça fait 6 ans que je suis conseillère pédagogique, mais avant ça, j'ai fait une dizaine d'années, dans le fond, de programmation de robotique en classe. Et je pourrais dire que mon observation terrain, honnêtement, les garçons avaient un intérêt plus vif au départ, mais je pense qu'elle commence à rejoindre ce que Patrick Giroux disait. Et ce que j'ai observé dans mon approche au niveau des conseillères pédagogiques, c'est que c'est ça, les filles ont une approche un peu différente. Fait des fois, il faut plus aller vers la créativité. Fait que, il y a des aspects où elles vont se démarquer. Puis si je fais référence, entre autres, aux blocs, les blocs Lego en robotique viennent de sortir une nouvelle gamme pour remplacer les Widoo et le V3. Et ils disaient dans leur présentation qu'ils ont changé les couleurs, qui sont moins techniques. Et la raison, c'est pour essayer d'éviter le genré, donc de susciter davantage l'intérêt des filles par rapport aux robots. Il y a toute une philosophie par rapport à ça. Puis, certaines recherches démontraient, à ce que j'ai lu à un moment donné, que plus on commençait tôt, puis plus on les initiait, mais il y avait moins d'écart rendu chez les plus vieux. Fait que les filles sont très réceptives aux primaires, mais je pense que M. Brosseau, même si vous dites que vous n'avez pas beaucoup d'expertise, finalement, vous avez un sentier de terrain qui ressemble au mien. C'est-à-dire que les filles, une fois qu'elles sont embarquées puis qui ont compris qu'ils pouvaient exceller dans certains domaines puis qui étaient bien soutenues, bien, je pense que là, il y a vraiment... elles prennent leur envol et elles produisent des choses tout à fait de niveau, mais des fois avec des organisations un peu différentes. En tout cas, c'est ce que j'ai observé, moi, avec mes années de pratique. Mais je pense justement peut-être l'approche par projet va peut-être plus interpeller les filles, plus d'apprendre en programmant que de programmer, là, tout simplement. Là. Je pense que de tous les témoignages que j'ai pu entendre là, au fil des ans, là, aussi quand je fais des articles là, sur le sujet, je pense que c'est un élément qui ressort, là, l'approche différente, que les filles vont se laisser embarquer dans un projet avec des défis, mais si tu leur dis à la base, bon, on va programmer, bien, l'intérêt va être moins là, mais juste le défi d'aller résoudre un problème ou de trouver une solution, puis c'est un peu ça aussi au départ, quand je parlais du projet, du programme de Technovation Montréal, ben c'est que pour des filles. Puis elles, ben, j'ai parlé à quelques jeunes filles qui sont dans le programme, puis leur objectif, c'est vraiment, je veux trouver une solution à un problème qui est vécu dans ma communauté ou dans la société en général. Donc, je pense que ça, c'est vraiment l'approche qui est là, qui va les accrocher. Puis aussi, je pense que le continuum d'apprendre à programmer au primaire, puis que ça se poursuive au secondaire, là, au secondaire, je pense que la programmation, c'est un petit peu plus difficile pour l'instant, l'intégration dans les différentes matières. Puis je pense que dès qu'il y a une coupure, ben, là, les filles vont être plus difficiles peut-être à raccrocher que les garçons. Là. Mais ça, c'est vraiment une perception bien personnelle de ma part. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui avait des choses à ajouter. Audrey, tu semblais dire que tu avais des questions pour Sonia tout à l'heure. Sinon, je vous relance sur d'autres pistes. Bien, pas que pour Sonia, mais entre autres, mais je pense que tu vas avoir une piste de réponse pour moi, mais historiquement et naturellement, on dirait que la programmation et la robotique sont plus simples à lier aux mathématiques. Et je pense que c'est tout à fait compréhensible. Mais de plus en plus, vous devez imaginer des intégrations dans d'autres matières. Comment vous y arrivez? Est-ce que vous avez des exemples d'intégration justement hors mathématiques à nous partager? Bien, moi, je pense que le premier, un des beaux outils qu'on peut
du beau matériel. C'est entre autres fait par le Récit en univers social. Qui a vraiment réussi en programmation, entre autres avec Scratch. Steve Quirion, notre collègue, a des talents de dessinateur très, très grands et il a illustré, dans le fond, les personnages des différentes époques en lien avec le programme, par exemple, l'univers social et des arrière-plans. Alors, il partage ça autant pour le primaire que pour le secondaire, au premier cycle du secondaire, si je me rappelle bien. Donc, et les élèves sont invités à, dans le fond, raconter une partie d'histoire par rapport en lien avec le programme. Puis moi, bien, je pense que oui, il y a des choses qui sont naturellement avec les mathématiques, mais comme ancienne enseignante du primaire, je trouve que ce qui est le plus beau en programmation, c'est qu'on est en intégration de matière. Que je fasse un programme dans le but d'expliquer une connaissance en sciences ou des connaissances en univers social, c'est inévitable que j'utilise la langue et je peux inciter que les élèves. Peux-tu penser à mettre les majuscules, les points, nos phrases interrogatives? On peut-tu donner des contraintes avec ça au niveau de la qualité de la langue ou des fonctions? Alors ça, pour moi, c'est essentiel et c'est ce qui permet autant actuellement aux enseignants du primaire parce qu'on peut faire de l'intégration de matière, ils peuvent se permettre de prendre un peu plus de temps parce qu'ils sont capables d'aller soutenir plus qu'une matière. Alors ça fait peut-être une grande différence par rapport aux spécialistes du secondaire, mais je pense que ce soit, comme je dis, en sciences, en univers social, puis honnêtement, l'exemple en univers social avec les petits personnages et tout qui sont partagés, là, c'est vraiment extraordinaire et ça fait un beau lien autre. On a fait aussi des expérimentations en lien avec des arts, mais le robot qui danse au même rythme un groupe d'élèves, parce qu'on programme le mouvement, qu'on le fasse au niveau des dessins pour faire des œuvres d'art. Il y a vraiment, vraiment des choses qui sont très, très riches dans d'autres matières, pas uniquement qu'en mathématiques. Puis, je pourrais poursuivre au club de programmation. Cette année, on a vraiment on a exploré avec Scratch le récit. Donc, on est parti d'un album jeunesse où est-ce qu'on est venu programmer, dans le fond, c'est comme si on faisait la bande-annonce de l'album. Donc, ça a vraiment bien fonctionné. Donc, on a vu le récit en 5 temps à travers ça. Puis, avec Scratch Junior aussi, on a proposé un défi, un combat de monstres au préscolaire et au premier cycle. Donc, c'était vraiment adapté au préscolaire, c'était vraiment plus des sons, tandis qu'au premier cycle, ils étaient en rédaction, ils pouvaient aussi appuyer par des sons. Donc, on est venu faire on a vu le récit aussi, on est parti de l'album d'Élise Gravel, là, Je suis terrible. Là, les monstres devaient s'affronter avec des caractéristiques. On faisait des liens avec les formes géométriques, les couleurs. Donc, il y a clairement moyen de rendre la programmation transversale sans aucun doute, là. Puis de notre côté aussi, en sciences, parce que là, on a fait le tour, on a parlé d'univers social, mathématiques, français, puis en sciences, avec le Mickey Mickey, bien, on l'a testé dans des classes, un projet où les élèves apprennent les composants du circuit électrique, puis après ça, quand c'est fait, on fait une activité de programmation avec le Mickey Mickey, parce que Mickey Mickey, c'est une interface qui se branche sur l'ordinateur où le courant électrique passe pour donner les commandes à un objet qui va être animé. Donc, un projet intéressant qui a été fait en sciences avec cet outil-là. Puis cette semaine, on était dans les bureaux de Jenny Lab au centre-ville. Puis eux autres, c'est plus de l'art numérique que les gens font dans l'entreprise Jenny Lab. Donc, ils sont allés s'inspirer un petit peu. Ils travaillent beaucoup avec le microbit. Donc, art numérique, microbit, Mickey Mickey. Donc, je pense que toutes les disciplines peuvent être touchées avec la programmation, là. On a vu, merci de partager comme ça des références et des belles ressources dans le chat. On va pouvoir les rassembler justement pour les rendre disponibles. Est-ce que je vous lance sur une autre question ou est-ce que Martine, tu as quelque chose à rajouter à ce moment-ci? Est-ce que moi, j'ai plein de questions? Vas-y avec tes questions. Parce que je trouve ça tellement intéressant de vous entendre. Je me demandais comment vous entrevoyez, parce qu'il y a de plus en plus de nouveaux robots qui apparaissent. Il y a même des langages de programmation qu'on apprend qui s'intéressent à l'éducation. Tout ça, comment vous naviguez à travers tout ça? Comment vous entrevoyez le futur de la programmation? Et puis, je vais encore plus loin, là, mais on dirait que ma question se développe en même temps. Mais on sait que le plan d'action numérique, par exemple, qui avait mis vraiment en lumière l'importance d'apprendre cette programmation-là, puisque c'est rendu presque une nouvelle forme de littératie carrément, là.
Le plan d'action numérique achève. Comment vous entrevoyez? Qu'est-ce qui va se passer après? Est-ce que vous avez confiance que ça va être intégré? Bref, c'est quoi vos prévisions, votre vision du futur en éducation, bien sûr? On sort la boule de cristal. Ben, je peux oser. Je pensais que Guillaume allait ouvrir son micro. Je pensais qu'il oserait. Ben, moi, je pense que ça s'en vient, la programmation. On a eu tout à l'heure, Marianne aussi fait le rapport fait avec Mme Barma, là, mais le rapport de Mme Barma a été publié, là, puis ça s'en vient. Ils ont demandé aux gens des programmes d'ouvrir les programmes. Alors, il y a des choses qui s'en viennent en programmation. Je reste encore, je veux dire, j'ai quand même mes petites réserves dans le sens où, oui, j'y crois, je pense que c'est vraiment important, mais j'ai toujours la petite appréhension que je nomme en disant il faut que la formation des enseignants suive. Hein. Vous l'avez nommé, vous l'avez bien explicité. Ce n'est pas dans une zone de confort pour les enseignants, ça demande de l'accompagnement, puis pas juste de l'information pendant 1, 2, 3 heures. Ça demande vraiment beaucoup plus que ça au niveau de l'investissement. C'est un changement de posture pour l'enseignant. Hein. Il n'est plus en transmission de connaissances. Il est vraiment en accompagnement avec les élèves. Il y a des élèves qui sont des experts par rapport à eux. Alors, j'y crois, mais c'est sûr que tout va résider, je pense, dans l'accompagnement pour essayer d'amener les enseignants un petit peu plus loin. Puis je pense qu'à la base, la mesure, c'est vraiment d'accroître l'usage pédagogique de la programmation. Des robots, il en sort beaucoup. Moi, je pense que des fois, on s'étourdit un peu dans le nombre de robots à faire. Ce n'est pas nécessaire d'aller dans tout ça. C'est vrai qu'on fait des choix, mais je pense que ça, c'est un petit peu questionnant. Je pense qu'il faut ramener les enseignants à réfléchir à l'intention pédagogique et avoir des produits qui vont être durables dans le temps et qui sont, dans le fond, flexibles pour plus qu'un degré. Là, c'est fini la chasse gardée de dire je vais faire des bibottes en maternelle, puis en première année, je vais faire du Ouidou. On va essayer de défaire ces silos-là. Puis je pense que le mot important, c'est l'accompagnement. Là. C'est pour ça qu'on a mis en place le club de programmation, parce qu'on était curieux de voir après toutes ces années, ça fait 5 ans que Code Montréal roule au CSSDM, puis on voulait voir où en sont rendus les enseignants avec l'usage de la programmation dans leur classe. Puis je pense que les enseignants, même s'ils ont passé par Code Montréal ou avec un accompagnement avec Estime, par exemple, mais je crois qu'il faut qu'il y ait quand même un accompagnement qui suive par la suite. Oui, il va toujours y avoir quelques enseignants qui vont se débrouiller tout seuls, sauf que de ce qu'on voit avec le club, c'est que les gens qui ont participé à Code Montréal ont peut-être renoué avec la programmation avec cette offre-là. Là. Donc, je pense que l'accompagnement, là, je me répète, là, mais je pense que c'est ça le plus important. Mm-hmm. Le récit, dans le fond, part pour l'an prochain. Là, toute l'année, on a travaillé là-dessus, un concours ou en tout cas un événement provincial de programmation qui va s'appeler Créocode dans un but d'accompagner les enseignants puis de développer ça, puis de les amener à le faire dans plusieurs matières, autant au primaire, au secondaire, au préscolaire, à FGA, à FP. Donc, d'élargir. Fait que ça, je pense que c'est un moyen pour soutenir qui va être effectivement un peu dans le même lignée. Fait que ça, je pense que c'est vraiment, effectivement, il faut se trouver des moyens pour soutenir les enseignants parce que les libérations sont difficiles. Donc, la pénurie est là. Fait qu'il faut vraiment accompagner les enseignants, effectivement. Il faut les accompagner aussi. Puis je pense que, Guillaume, tu parlais de Code Montréal, après ça, le club, que l'accompagnement était toujours là, mais je pense que Code Montréal, ce que ça permet aussi, c'est que l'enseignant se sente compétent. C'est sa porte d'entrée vers la programmation, mais de sentir qu'il est capable, il peut être compétent, puis que oui, il peut le faire avec ses élèves. Donc, le sentiment d'efficacité personnelle, je pense qu'il est vraiment très, très, très important. Et ça, c'était une conclusion de Mme Barma dans le premier rapport, c'est-à-dire de ne pas compter seulement sur des ressources externes qui arrivent en classe pour faire vivre des activités. Il faut penser à ce qu'il y ait une transmission pour développer le sentiment de compétence professionnelle des enseignants. Et ça, je pense que c'est un élément important. Puis un autre mandat que nous, on a ici aussi, c'est d'aller dans les universités pour former les futurs enseignants, pour qu'ils arrivent dans les classes, qu'ils aient un peu cette base-là, qui peut-être dans leurs activités de stage aient le goût de se lancer là-dedans. Et ça va aussi permettre aux enseignants d'être aussi parfois accompagner, voire un modelage. Fait que ça fait partie de notre mandat, puis on le fait dans de plus en plus d'universités ou dans plusieurs des cours. Fait que je pense que ça, c'est une belle offre qu'on fait et c'est une façon de soutenir le déploiement de la programmation. Moi, j'ajouterais là, que c'est vraiment la conclusion à laquelle j'en suis venue en préparant tout le numéro là, de printemps du magazine, jusqu'à quel point l'accompagnement
est déterminant ou va être déterminant là, dans l'intégration ou non là, de la programmation dans les écoles parce que c'est toutes les conversations que j'ai eues avec des intervenants, des auteurs ou autres pour faire ce magazine-là, ça revenait toujours à ce point-là, puis je le comprends tout à fait. Là, en fait, c'est comme tu viens de le dire, Sonia, ça sort les enseignants de leur zone de confort, ça l'amène complètement à une autre façon de penser l'apprentissage, là, en fait. Là, c'est carrément ça. Donc, je pense que ça va être de miser vraiment là-dessus, puis de permettre à des enseignants aussi de s'entraider entre eux. Un enseignant plus expert ou avancé, qui en a déjà fait, qui a gagné en confiance, qui puisse aider un de ses collègues qui veut débuter, là, puis de permettre des échanges comme ça. Je pense que ça va être déterminant d'avoir des exemples constamment, des contacts entre eux. Là. Donc, le mot du jour, accompagnement. J'ai envie de vous lancer une dernière question pour conclure cette heure d'échange qui est très intéressante. Et ça va être la question qui tue. Ça prend un petit wouh! Là, on parle de programmation de robotique, à quel point ça demande de l'accompagnement, que ça fait sortir les enseignants de leur zone de confort. Ça va pouvoir être votre mot de la fin. Si on fait tout ça et que ça demande autant d'énergie et d'investissement, pourquoi on le fait? Et je rattrape la balle. Parce qu'on est en contexte signifiant, on est en résolution de problèmes, on est dans les réalisations que les jeunes vont faire dans la vraie vie. Parce qu'on cherche la motivation, parce qu'on permet aux jeunes de bouger, parce que il y a une préparation dans la réflexion à des compétences plus larges que des contenus, mais oui, on peut toucher des contenus. Donc ça, je pense que c'est toutes des bonnes raisons. Ça permet, tantôt on le disait, je me rappelle tellement des grandes situations d'évaluation en mathématiques où à la fin de 2, 3, 4 heures de travail, les élèves avaient une petite case « valide tes calculs ». Ce n'était pas possible de faire ça. La programmation permet la validation de calculs, permet d'avoir une rétroaction rapidement. C'est toutes des bonnes raisons pour lesquelles on devrait aller vers la programmation. C'est sûr qu'il faut prendre quelques périodes au départ pour qu'ils connaissent la base, mais par la suite, il y a vraiment un avantage assez impressionnant, un gain puis une valeur ajoutée. Que je pense que ça vaut vraiment la peine. Pour moi, un petit peu la même chose, là, résolution de problèmes qui devient concrète, puis aussi toute la créativité, là, je veux dire, je pense que c'est infini ce que tu peux faire. Encore hier, j'étais sur YouTube, je voyais que des gens faisaient dans Scratch. Je ne pensais pas qu'on pouvait faire ça dans Scratch. Ils faisaient du 3D dans Scratch, mais ça, c'était comme un niveau que je n'avais pas vu encore. Puis c'est ça, donc créativité, résolution de problèmes. Puis aussi, c'est inclusif, là, on l'a dit au début, là, lors du club de programmation, on a des classes d'adaptation scolaire avec des troubles de langage qui se joignaient à nous, puis on a découvert de belles choses avec ces enfants-là qui réussissaient à coder, ne réussissaient pas à parler nécessairement beaucoup, puis à écrire, mais avec du code, des blocs de code, tout était possible de leur côté. C'était vraiment intéressant de ce qu'on a pu observer avec ces classes-là cette année. Puis, pour revenir à la résolution de problèmes, tout ce qui est l'analyse, je trouve que c'est incontournable. On n'a pas le choix de réfléchir. Puis, ce n'est pas une contrainte. L'élève le fait par lui-même. Puis, c'est la plus belle façon d'illustrer que l'erreur peut nous faire avancer. Ce n'est pas vu comme un obstacle. Au contraire, l'élève va vouloir trouver, va vouloir comprendre, va vouloir réfléchir pour arriver à la programmation qu'il souhaite. Donc, l'erreur est la plus belle façon d'arriver à ses fins. Puis, en voilà un bel exemple concret. C'est pas punitif, on ne pose pas un jugement sur l'erreur, mais elle nous permet d'arriver à notre fin. Donc, pour ça, je trouve que ça vaut la peine. Personnellement, dans les conférences que je donne, souvent, je vais même encore plus loin. Là, je dis, dans le fond, qu'on soit d'accord ou non, on est dans une société numérique et qui ne va jamais revenir en arrière. C'est de plus en plus technologique, tout ce qui se passe, tous les outils de travail qu'on utilise et tout ça. Puis, dans le fond, si on veut s'assurer que nos jeunes et même leurs parents par
par extension, finalement, les familles puissent continuer à maîtriser la machine et non se laisser contrôler par elle, c'est important qu'il y ait ce développement de langage commun, comme tu disais justement, Marianne, au départ aussi, qui est d'apprendre à parler à cette machine-là, à comprendre comment elle fonctionne au-delà même. Mais je pense que par ces initiatives de programmation-là, on fait un grand pas dans ce côté-là et c'est drôlement important. J'ai envie de conclure là-dessus. Martine, si tu es d'accord, je pense qu'on peut faire un beau wrap-up et vous remercier pour votre temps, autant nos participants que nos intervenants. Puis, Martine, les prochains numéros du magazine qui s'en viennent, on va parler de quoi? Oui. Bien là, je voulais juste une petite chose que je voulais conclure. Sérieux, vas-y. Mais non, mais je voulais juste renchérir sur ce qu'on vient de dire. En fait, c'est qu'il faut aussi se sortir de la tête que tous les enfants, parce qu'on leur montre à programmer, vont devenir programmeurs un jour. Puis, tu sais, c'est vraiment de comprendre la logique et tout ça. Fait que, tu sais, je pense que ça complète bien ce que tu disais, Audrey, aussi. Là. On apprend à écrire, pas nécessairement pour devenir écrivain. Donc, c'est pour comprendre le monde autour de nous, mais c'est la même chose avec la programmation. Donc, ça serait un peu ma conclusion sur ce sujet. Puis maintenant, si j'ouvre sur le numéro qui s'en vient en septembre, qui est déjà pas mal avancé et plein de beaux articles qui commencent à entrer dans ma boîte courriel. Donc, pour septembre, on s'attarde à la recherche en éducation, donc en lien avec le numérique plus particulièrement, donc des études de cas ou des recherches qui ont été conduites là, au cours des dernières années, des derniers mois, qui ont mis en lumière là, des bonnes pratiques, des bonnes façons de faire pour intégrer le numérique en éducation. Donc, on va avoir des choses en mathématiques, en univers social, en français, des articles plus en lien aussi avec le développement professionnel des enseignants. Donc, puis je sais, là, il y a aussi, chez même Sonia, je pense que tu collabores avec Raoul sur un article. Donc, je pense que on va avoir vraiment une belle variété d'auteurs, puis je suis vraiment agréablement surprise des articles, là, de l'accueil, puis de la réponse là, de nos amis chercheurs qui nous envoient des textes là, pour ce numéro-là. Donc, la date exacte de sortie, je ne sais pas, fin août, début septembre. Maximum 1er septembre. Ça s'en vient. Oui. Bien sûr, le magazine est publié 3 fois par an, mais il y a aussi la diffusion d'actualités en ligne qui sont en complément avec le magazine pendant toute l'année scolaire finalement. Donc, on vous invite, si vous avez des idées à partager, des comptes rendus d'activités qui ont été vécues dans vos classes, dans vos écoles, des projets que vous voulez mettre en lumière, bien certainement que vous devez nous en faire part. Vous pouvez même nous soumettre vos propres textes et ça nous fait toujours vraiment plaisir de les faire circuler justement pour que les idées se partagent et que les ponts puissent se créer entre les différentes classes intéressées. Voilà. Je pense que c'est ce qui va conclure notre 2e club de lecture. Merci Martine d'avoir été là. Merci tout le monde aussi. Puis on espère vous retrouver très bientôt. Est-ce que tu veux dire le mot de la fin? Merci. Merci à tous. Je suis toujours agréablement surprise de voir la collaboration des gens puis le désir de partage que vous avez. Donc, continuez de partager avec nous. Ça nous fait plaisir de diffuser tout ça.